Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va passer à la dernière partie, c'est la numérisation du signal. Donc on va voir la théorie des échantillonnages. Alors pour numériser un signal, il faut passer par trois parties essentielles. La première partie c'est échantillonner, ça veut dire échantillonner un signal. Échantillonner un signal, ça veut dire prendre des points ou bien des échantillons à chaque temps d'échantillonnage. Après, le quantification. La quantification, ça veut dire les valeurs prélevées ici, prendre une infinité de valeurs. Alors, il faut limiter ces valeurs-là. Donc, en effectuant l'opération quantification, ça veut dire on va effectuer d'autres niveaux proches ce qu'on appelle aux valeurs prélevées ici. Alors, ces niveaux-là s'appellent les niveaux de quantification. Après le codage, ça veut dire les niveaux quantifiés ici, on le donne un code. Ces codes-là, par exemple, il est codé par une bit, et généralement ce code-là est binaire naturel. Alors, pour bien saisir les notions-là, par exemple, je veux numériser ce signal-là. Par exemple, ça veut dire rendre ce signal-là numérique. La première opération, c'est l'opération d'échantillonnage. Ça veut dire, il sert à prendre à chaque temps d'échantillonnage un échantillon. Ça veut dire ce sont en bleu, ce sont des échantillons. Alors, je présente ces points-là en bleu. Ce sont des points, ça veut dire c'est ça le signal discret. Donc c'est ça, ces points échantillonnés. Alors, comme vous voyez, c'est que ces points-là prennent une infinité de valeurs. Donc il faut les quantifier. Ça veut dire les quantifier, ça veut dire par exemple, c'est là, il faut le donner à notre niveau. Par exemple 0, je le donne 0. C'est là proche de V1, le donne V1. C'est là, il est proche de V1. Donc je le donne V1. C'est là, ce point-là, il est proche de V3. Je le donne V3. Ainsi de suite. Donc en gros, c'est les niveaux quantifiés. Alors maintenant, la dernière opération, c'est donner pour chaque niveau un code. Par exemple, c'est là en rouge, je le donne 00. C'est là, et c'est là, je le donne 001. Ça veut dire que ce sont des codes codés sur ici, c'est 3 bits. Donc, c'est un code binaire réfléchi. C'est ça, ça veut dire que toutes les trois opérations, elles sont réalisées par un convertisseur analogique numérique. La fréquence d'échantillonnage, il est donnée à l'extérieur par un autre système qui va contrôler le temps d'échantillonnage. Alors maintenant, on va passer à l'échantillonnage. Dans cette vidéo-là, on va traiter seulement l'échantillonnage. Donc, on va voir quelles sont les théories d'échantillonnage. Alors maintenant, c'est quoi l'échantillonnage tout d'abord? Un échantillonnage consiste à représenter un signal analogique continu. Ça veut dire analogique continu, ça veut dire c'est le signal à échantillonner par un ensemble des valeurs discrètes SE int. Et ce s'appelle le signal après l'échantillonnage, s'appelle le signal échantillonné. Donc avec TE la période d'échantillonnage et N le nombre d'échantillons. Donc on considère le signal suivant. Donc on veut échantillonner ce signal-là. Alors il faut utiliser un moyen. Donc pour le moyen, c'est un échantillonneur et symbolisé souvent par un interrupteur et se faire en fonction de cette horloge-là qui prend le rythme de la fréquence d'échantillonnage ou bien la période d'échantillonnage. Alors le signal après l'échantillonnage, il prend la forme suivante. Donc on prend, donc s'il est ferme, ça veut dire il va prendre ce point-là, il s'ouvre alors jusqu'à la deuxième point qui est le temps d'échantillonnage. Donc on prend des échantillons. Alors ce signal, c'est un signal discret car il n'est pas continu. Ça veut dire discret.
Alors maintenant, c'est que si on constitue le signal d'origine, ça veut dire ici on perd un peu de détails. Par exemple, c'est là, ça veut dire nous avons perdu cette partie-là. Par exemple, c'est là, ici. Ça veut dire le temps du champ est très important. Ça veut dire pour bien présenter ce signal, il faut diminuer plus le temps d'échantillonnage. Bon. Alors, pour dire que le temps d'échantillonnage est très important. Alors, si je veux maintenant numériser ce signal, bien échantillonner ce signal-là par différents temps d'échantillonnage. Par exemple, la première, la deuxième. Donc, la première, on considère que le cas idéal, ça veut dire on prend assez important d'échantillons. Ça veut dire si je fais la restitution de ce signal, je vois que ce signal-là représente ce signal-là. Ça veut dire même si on perd un peu de détails concernant cette partie-là et cette partie-là. Mais ce signal-là, il est proche de ce signal-là réel. Alors maintenant, j'augmente plus le temps d'échantillonnage. J'augmente, ça veut dire cet temps d'échantillonnage-là et 2 fois cet temps d'échantillonnage-là. Alors maintenant, si je vois que le nombre d'échantillons est réduit à 6 points, à 6 échantillons. Si je fais la restitution, je vois que on commence maintenant à perdre l'information. L'information maintenant, ça n'est plus ce signal-là. Maintenant, j'augmente plus. Ça veut dire je prends ce temps d'échantillonnage supérieur 3 fois à cet temps d'échantillonnage. Si je fais la restitution, je vois que on a maintenant perdu plus de détails concernant ce signal-là. Ça veut dire ce signal-là n'est plus ce signal-là d'origine. Alors, pour résumer, c'est que le temps d'échantillonnage, le choix de temps d'échantillonnage est très important pour un système d'acquisition. Un mauvais temps d'échantillonnage entraînera la perdition de l'information. Ça veut dire qu'on perd beaucoup d'informations au niveau du signal d'origine. Ça veut dire qu'on ne présente pas plus le signal d'origine. Alors, le choix du pas d'échantillonnage est très important. Alors, si cet pas-là est grand, donc on a vu que on perd les détails du signal. Ça veut dire on perd beaucoup de détails. Alors maintenant, s'il est petit, ça veut dire le nombre d'échantillons prélevés, car lorsqu'on prélève ces échantillons, on le stocke dans une unité de stockage. Ça veut dire une mémoire. Donc, ce qui impose une mémoire d'acquisition de taille importante, car les unités de stockage sont limitées en taille. Alors, c'est quoi? Ça veut dire on fait un compromis entre le temps d'échantillonnage et la taille de la mémoire. Ça veut dire on augmente un peu le temps d'échantillonnage et on assure une mémoire assez importante. Alors, pour bien organiser notre présentation de notre cours, on va répondre après aux questions suivantes. Ça veut dire, la première des choses, il faut modéliser mathématiquement le signal. Ça veut dire comment modéliser mathématiquement un signal échantillonné. Deuxièmement, comment on trace le spectre du signal échantillonné. Ça veut dire le signal ici, comment on trace son spectre. Donc, quelle est la condition à respecter pour échantillonner un signal analogique sans perdre l'information? Ça veut dire on va tirer ici une condition qu'on respecte afin de ne pas perdre l'information. Alors, quel est l'effet à avoir si cette condition n'est pas respectée? Ça veut dire la condition tirée ici, s'il n'est pas respecté, quels sont les effets à avoir et quelle est la solution pour remédier ce problème-là. Alors maintenant, on va passer à l'aspect temporel de l'échantillonnage. Ça veut dire, on va répondre à la question comment modéliser mathématiquement un signal échantillonné. Ça veut dire pour suivre dans cette partie-là, donc tout d'abord, il faut consulter
la vidéo sur les notions de base de l'échantillonnage. Alors, l'obtention d'un signal échantillonné S1T à partir du signal analogique S de T peut être modélisé mathématiquement dans le domaine temporel par la multiplication du signal S de T par pin de Dirac. Donc, nous avons vu pin de Dirac de période TE, donc T delta TE. Alors, voilà comme ça. Ici, non, ça veut dire ça, c'est un pin de Dirac. Donc, et modélisé mathématiquement par une suite des impulsions de Dirac. Et ça, le signal échantillonné. Alors, pourquoi? Pour avoir ce type de signal. Ce type de signal, c'est un signal échantillonné. Alors, maintenant, le signal échantillonné est modélisé par S de T fois delta TE égale S de T fois cette suite-là, n moins l'infini plus l'infini, delta T moins TE. TE désigne quoi? C'est la période du pin de Dirac. Ici représente le temps d'échantillonnage. Alors, maintenant, on va passer à l'aspect fréquentiel de l'échantillonnage. Ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire, pour répondre à la question comment on trace le spectre d'un signal échantillonné. Ça veut dire, c'est le passage d'un signal temporel à un signal fréquentiel. Ça veut dire, ici, on applique la transformée, ou bien les propriétés de la transformée de Fourier. Alors, pour généraliser notre étude, on suppose que le signal à échantillonner a un spectre, ça veut dire après l'application du transfert de Fourier. Bon, on suppose qu'un forme, vous avez un forme comme ça, c'est un forme bornée, ça veut dire la fréquence, lorsque la fréquence est supérieure à Fmax, bien moins Fmax, on trouve que le spectre est égal à 0. Ça veut dire, on suppose seulement pour bien généraliser l'étude. C'est ça pourquoi on suppose que c'est cette forme-là. Donc, c'est le cas général. Alors maintenant, la question essentielle à se poser est, le signal échantillonné SE de T contient-il la même information que le signal initial? Ça veut dire, autrement dit, est-ce que ce spectre S de F fait partie du spectre de signal échantillonné? Ça veut dire le spectre du signal échantillonné. Est-ce que S de F fait partie du signal, bien du spectre du signal échantillonné? Alors, une manière de répondre à cette question est d'étudier le spectre SE de F, SE de F du signal échantillonné SE de T, et de la comparer au spectre de F du signal initial S de T. Ça veut dire, maintenant, il faut trouver la transformée de Fourier de SE de F. C'est quoi SE de F? C'est la transformée de Fourier de SE de T, le signal échantillonné que nous avons modélisé dans l'aspect temporel. Alors, la question, établir l'expression de SE de F. Donc, nous avons vu dans l'aspect temporel que SE de le signal échantillonné est modélisé par une multiplication de le signal A échantillonné, c'est le signal analogique, fois le pin de Dirac de période TE, c'est le temps d'échantillonnage, égale S de T fois cette suite-là des impulsions de Dirac de période TE. Alors maintenant, on cherche SE de F. Ça veut dire maintenant, on fait appel au théorème de quoi? De Plancherel. D'après le théorème de Plancherel, ce qu'il fait, il dit que si deux signaux sont multipliés dans le domaine temporel, alors ils sont convolués dans le domaine fréquentiel. Voilà. On a SE de F, c'est la transformée de Fourier de SE de T, égale SE de F, c'est la transformée de Fourier de S de T, et convolué à la place de multiplication, convolué car ils sont en fréquence, convolué avec delta FE de F.
avec delta FE de F, c'est la transformée de Fourier de l'opinion de Dirac avec l'opinion de Dirac de FE égale FE, cette assommation des quoi? Des impulsions de Dirac de fréquence moins KFE. C'est la transformation de Fourier de ça. Alors je remplace, je trouve quoi? S de F convolé avec cette suite là. Après, l'étape suivante c'est de mettre S de F convolé avec ça à l'intérieur de la sommation, puisque la variable ici c'est K, alors donc on peut rentrer ça à l'intérieur de cette sommation. Alors l'étape suivante c'est de rejeter le pic de Dirac. Ça veut dire c'est quoi? On dit que nous avons vu dans les propriétés de la convolution, c'est que le pic de Dirac est ce qu'on appelle c'est l'élément neutre de la convolution. Voilà. Donc l'élément neutre c'est le pic de Dirac. Alors on va trouver maintenant c'est que SE de F égale FE à sommation de K moins l'infini à plus l'infini de S de quoi? Il va prendre ce qui est à l'intérieur de delta. S de F moins K FE. Voilà. Alors maintenant on va analyser les résultats trouvés. Donc nous avons trouvé que SE de F égale FE la sommation de N moins l'infini plus l'infini de S de F moins FE. Ça veut dire ça, ce sont des spectres décalés. La sommation des spectres d'origine décalée. Alors la réponse de la question que nous avons posée, c'est que S de F, le spectre du signal d'origine fait partie du spectre du signal échantillonné. Alors c'est quoi? Ça veut dire on dit que lorsqu'on est ça veut dire on aura une périodisation de quoi? Du spectre du signal à échantillonner. Donc pour bien saisir ça, donc si on considère un signal à échantillonner, ça veut dire le signal à échantillonner, ça veut dire le spectre du signal à échantillonner. Ici j'ai un échantillonneur qui a une fréquence d'échantillonnage FE. La question qui se pose, tracer le spectre du signal échantillonné. Donc ça, le signal à échantillonner, ça, le signal échantillonné, ça veut dire tracer le spectre du signal échantillonné. Tout simplement, je rentre ça veut dire le signal de sortie est celle-là. Donc, on trouve que la même chose, cette expression désigne ça. Alors c'est quoi? On aura la répétition, ou bien c'est que le spectre du signal d'origine, il se répète au multiple de la fréquence d'échantillonnage. Ça veut dire la première ici, la deuxième à l'instant d'échantillonnage FE, la troisième aussi dans la fréquence de FE, la troisième 4FE jusqu'à l'infini, car il y a ici N. Ça veut dire c'est quoi ça? Ça veut dire S de F décalé par FE. Ça, le spectre du signal S de F décalé par combien? Moins FE. C'est ça le spectre. Ça veut dire à retenir toujours le signal de quoi? D'origine. Il se répète dans le spectre du signal échantillon. Mais à ne pas oublier de multiplier celle-là par FE. Toujours ça, c'est ça le spectre. Ça veut dire le spectre d'origine, il se répète dans le signal échantillonné.